bonjour à tous. Donc oui, je vais m'attacher au fondement juridique du principe de parents premiers et principaux éducateurs. Euh, En droit français comme en droit international, l'enfant est reconnu comme une personne à part entière, un sujet de droit. Toutefois, en raison de son jeune âge et de son immaturité, il ne bénéficie pas encore de la pleine capacité juridique. La minorité emporte une large incapacité juridique qui n'est pas là pour brider l'enfant, mais pour tenir compte de son immaturité, qui est le propre de son âge. Autrement dit, pour tenir compte de ce qu'il est un enfant, avec le besoin de protection que ce statut d'enfant emporte. C'est pour ça que ce sont ses parents qui exercent une autorité sur lui dans une logique de protection et d'accompagnement. Cette autorité s'exerce dans le cadre juridique de l'autorité parentale qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Donc, selon les articles 371 à 371-6 du Code civil, l'autorité parentale appartient aux deux parents. Elle s'exerce jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Elle vise à assurer sa sécurité, sa santé, son éducation, sa moralité, mais aussi le respect de sa personne et de sa vie privée. Dans l'exercice de cette autorité, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, et s'abstiennent de toute forme de violence physique ou psychologique. Ainsi, l'autorité parentale est à la fois un pouvoir juridique et une responsabilité morale placée au service du développement intégral de l'enfant. Donc, cette autorité parentale appartenant aux parents, il en résulte que les choix éducatifs leur reviennent. C'est ainsi que les parents peuvent être considérés comme premiers et principaux éducateurs, y compris au regard de la loi. Cette primauté éducative est un principe de droit positif qui est consacré par de nombreuses normes juridiques. La consécration de ce principe s'est affirmée au fil des années, tant au niveau national qu'international. Les parents ont le choix de choisir le type d'éducation qu'ils souhaitent transmettre à leur enfant, tant en matière de valeurs que d'orientation scolaire. Toutefois, ce droit ne va pas sans devoir. Les parents sont juridiquement tenus d'assurer la protection, la santé, l'éducation, le bon développement de leur enfant, dans un climat de respect et de bienveillance. L'équilibre entre l'autorité des parents et l'intérêt de l'enfant repose sur une articulation subtile entre les droits, les devoirs et le respect mutuel. Donc, il convient de préciser que l'autorité parentale n'est pas une fin en soi. Elle ne doit pas être absolutisée. Elle a une fin, c'est-à-dire qu'elle a pour raison d'être l'éducation de l'enfant, et c'est pourquoi ce dernier est associé progressivement aux décisions qui le concernent. La dite éducation a pour but de conduire l'enfant jusqu'à une pleine autonomie. C'est bien un équilibre qu'il faut trouver entre autorité des parents et autonomie de l'enfant. Loin d'être un pouvoir absolu, l'autorité parentale est un moyen d'éduquer des êtres libres, capables de raisonnement, de faire un usage éclairé de leur liberté au service du bien commun. C'est pour ça que, plus que jamais, il est essentiel de rappeler que les parents demeurent les garants légitimes et juridiquement protégés de l'éducation de leurs enfants. Ce rôle d'éducateur principal ne signifie pas que les parents sont les seuls à intervenir. Ils peuvent déléguer certaines responsabilités à d'autres acteurs, tels que l'école, des associations, une famille élargie. Mais ils restent les garants et les décideurs ultimes du projet éducatif de leurs enfants. Certes, l'intervention de l'État est importante et nécessaire, on le sait, en cas de défaillance parentale, mais en dehors de ces cas particuliers, les parents restent détenteurs de leurs droits de premier éducateur et disposent de tout un arsenal juridique pour le faire valoir. C'est ce que nous allons voir donc dans mon exposé. Donc le principe de parent premier éducateur, c'est un principe anciennement consacré. Le principe est reconnu de longue date par plusieurs textes fondamentaux, tant au niveau international qu'en droit interne français. Dès 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, pose les bases de ce principe. Dans son article 26, elle affirme que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Ce droit est réaffirmé quelques années plus tard par le protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été adopté le 20 mars 1952. Son article 2 énonce « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Ce texte a servi de fondement à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Kjeldjen contre Danemark, rendu en 1976, où la Cour reconnaît que dans l'ensemble du programme de l'enseignement public, l'État doit respecter les convictions tant religieuses que philosophiques des parents. Nous trouvons encore la consécration juridique de ce principe de primauté éducative dans 2 conventions internationales des Nations Unies de 1966. La première dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 18, qui énonce que les États s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Parallèlement, dans l'article 13 du pacte international relatif cette fois-ci aux droits économiques, sociaux et culturels, il est affirmé que les États partis au présent acte s'engagent à respecter la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Alors la loi française a emboîté le pas par une loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale, qui est venue modifier l'article 213 du Code civil en énonçant désormais que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Par cet article, le devoir des époux qui leur incombe dans l'éducation de leurs enfants est clairement signifié et consacré. Mais c'est vraiment la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 qui a été adoptée le 20 novembre 1989 que le principe de la primauté éducative des parents trouve sa formulation la plus aboutie. Dès le préambule, la Convention rappelle l'importance fondamentale du rôle des parents et du cadre familial. Les États partis à la présente Convention, convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté. Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. À l'article 5 de la Convention, il est précisé que les États respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents de donner à leur enfant, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention. L'article 14 édicte également que les États respectent le droit et le devoir des parents de guider celui-ci dans l'exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. Et c'est dans son article 18 que le principe de parents premiers et principaux éducateurs trouve sa pleine et entière consécration, en énonçant que les États s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les 2 parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents. 196 États sont partis à la Convention relative aux droits de l'enfant, ce qui en fait un instrument relatif aux droits de l'homme le plus largement ratifié. Il ne manque plus qu'une ratification, celle des États-Unis, pour parvenir à une ratification universelle. La Convention internationale des droits de l'enfant est le premier texte à valeur obligatoire pour les États qui l'ont ratifié et qui reconnaît des droits fondamentaux aux enfants, d'où son importance dans l'ordonnancement juridique. Et c'est justement ce texte qui consacre le plus clairement le principe de la primauté éducative des enfants. Alors, il serait inexact de penser que la primauté éducative est un principe désuet qui n'aurait plus d'existence juridique de nos jours. Le principe de parents premiers et principaux éducateurs se retrouve encore régulièrement invoqué au sein de textes internationaux européens, mais aussi en droit interne. Le principe est repris encore de nos jours par des textes tant au sommet de la hiérarchie des normes juridiques que dans des textes qui sont moins contraignants. En 2000, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit à l'éducation dans son article 14 rappelle que la liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants
conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. La charte est devenue juridiquement contraignante par l'Union européenne, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009, et présente désormais donc la même valeur juridique que les traités de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils font partie du bloc de conventionnalité à valeur supranationale. Le principe est également repris en 2001 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans une recommandation intitulée « Responsabilité des parents et des enseignants dans l'éducation des enfants ». Cette fois-ci est affirmé que les parents ont toujours été et resteront les premiers éducateurs de l'enfant. En 2002, en droit français, dans une loi relative à l'autorité parentale, est venue de nouveau réaffirmer la primauté éducative des enfants tout en rappelant qu'elle doit être exercée dans l'intérêt du mineur. L'article 371-1 du Code civil énonce désormais que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation, permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Cet article sera complété en 2019 par une loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires qui précisera que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence psychologique ni physique. La loi Peillon, en 2013, reprend également et insiste sur une participation accrue des parents à l'action éducative et sur l'importance de la place des parents auprès de leurs enfants à l'école. L'article L111 et suivant du Code de l'éducation, qui est issu de cette loi, énonce que, pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. Elle énonce également que tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. Ou encore que l'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Parallèlement, on a une circulaire de 2006 sur le rôle et la place des parents à l'école en matière de scolarité et d'organisation de la vie scolaire de leurs enfants, qui a explicité un droit à l'information et à l'expression des parents. La circulaire précise que la régularité et la qualité des relations construites avec les parents constituent un élément déterminant dans l'accomplissement de la mission confiée au service public de l'éducation. L'obligation faite à l'État de garantir l'action éducative des familles requiert de soutenir, renforcer le partenariat nécessaire entre l'institution scolaire et les parents d'élèves, légalement responsables de l'éducation de leurs enfants. Plus récemment, en droit interne, le principe de la primauté éducative des parents a été réaffirmé de manière forte dans le cadre de la Charte nationale de soutien à la parentalité. C'était issu du colloque des 1000 premiers jours qui avait été réuni à l'initiative d'Emmanuel Macron, une commission d'experts de la parentalité qui avait été présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Cette charte énonce dans son article 1 « Reconnaître et valoriser prioritairement les rôles, le projet et les compétences des parents ». À la suite de cette charte, l'article L214-1-2 du Code de l'action sociale et des familles a été créé et a été ainsi rédigé en définissant les services de soutien à la parentalité comme des activités visant à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leurs enfants. Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant à titre principal ou complémentaire, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leurs enfants. Enfin, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, en 2023 et en 2024, est revenu sur le principe de parent premier éducateur en soulignant la responsabilité première des parents d'élever et d'épanouir l'enfant, en stipulant que l'intérêt supérieur de l'enfant sera leur préoccupation fondamentale. Donc, toutes ces sources juridiques, en consacrant le principe de primauté éducative des parents, nous donnent l'assise nécessaire aujourd'hui pour se réapproprier ce principe et oser le revendiquer dans la société comme une évidence. Alors nous l'avons vu dans de nombreux textes de droit consacrent ce principe.
Cette affirmation confère aux parents la légitimité d'invoquer ce droit, de le réaffirmer avec force dans la société, sans craindre d'être hors la loi. Pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui, l'État tend à restreindre, voire parfois à effacer cette primauté éducative parentale. On l'observe notamment dans la limitation du droit à l'instruction en famille ou encore dans le non-respect de la liberté de pensée, de convictions religieuses à l'école, notamment lors des séances d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Cependant, cette ignorance, voire méconnaissance de la primauté éducative des parents, d'une part, n'est pas conforme au droit, mais surtout n'est pas irréversible. La situation peut évoluer dans un sens plus respectueux des droits parentaux, à condition que chacun ose revendiquer sa place légitime de décideur en matière d'éducation. Nombreux sont les parents à penser que la primauté éducative parentale appartient au passé. Pourtant, on l'a vu, les éléments précédemment évoqués montrent que ce n'est pas le cas. La charte de la parentalité, qui a été rédigée en 2023 à l'initiative d'Emmanuel Macron, ne cesse de rappeler que l'État doit accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur. Ça signifie que ce ne sont pas les parents qui doivent se justifier pour exercer leur rôle, mais bien l'État qui doit respecter et surtout soutenir ce droit. Donc il est temps de changer de perspective. Il ne s'agit pas de demander la permission pour exercer un droit qui est déjà reconnu, mais d'affirmer ce droit avec confiance. Il faut que ce soit l'État qui se justifie auprès des parents d'empiéter sur leurs droits et non l'inverse. Depuis plusieurs années, sous prétexte de pallier les carences de certains parents, l'État a pris de plus en plus de place, voire la place des parents eux-mêmes. Ce n'est pas son rôle que l'État prenne en charge les enfants issus de familles dysfonctionnelles. Bien évidemment, pour le coup, il est dans son rôle, mais pour le reste, il doit laisser la primauté éducative aux parents. C'est la stricte application du principe de subsidiarité appliqué au rôle des parents vis-à-vis de leurs enfants. La responsabilité de l'action, lorsqu'elle est nécessaire, revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. Donc en l'occurrence, c'est les parents auprès de leurs enfants. Trop souvent, nous avons le sentiment d'être désarmés face aux décisions éducatives prises sans notre accord ou même sans notre avis. Pourtant, nous sommes loin d'être démunis. Nous disposons donc d'un arsenal juridique et il est temps de le reconnaître et de protéger cette place qui est la nôtre. Tous ces textes, y compris les plus anciens, les moins connus, ont une valeur juridique réelle. Ils ne sont pas là pour être oubliés, mais pour être utilisés, invoqués et réhabilités. Alors, il est vrai que la France n'a pas une culture profondément internationaliste. Elle a tendance à s'appuyer presque exclusivement sur son droit national. Mais il ne faut pas négliger la force normative de nombreux textes internationaux, et notamment, on l'a vu, la Convention relative aux droits de l'enfant. Ces textes affirment clairement, parfois plus explicitement que le droit français, que les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à s'y référer. Il convient donc de demander à l'État de respecter ses engagements internationaux et son droit interne. Le droit est un terrain commun, il est partagé par tous. Il constitue naturellement un facteur d'unité parce qu'il repose sur des normes reconnues collectivement. Aujourd'hui, l'élaboration de nouveaux textes de droit est rendue parfois plus difficile parce que la société est quand même très fragmentée, notamment vis-à-vis des valeurs qui sont de moins en moins communes. Donc, dans un contexte de pluralisme parfois un peu conflictuel, il devient essentiel de s'appuyer sur des textes qui existent déjà. Nous ne réclamons donc pas de nouveaux droits, mais on affirme que ceux qui sont déjà reconnus, nous souhaitons les voir appliqués. La question essentielle devient alors comment se réapproprier ces principes aujourd'hui. Donc il faut les faire valoir, pas uniquement dans les tribunaux ou dans des débats institutionnels, mais dans la vie de tous les jours, dans les choix que nous faisons, dans nos prises de parole, dans nos relations avec l'école, les services publics, etc. Donc il faut prendre sa place, cette reconnaissance ouvre un champ d'action réel pour les familles. Les parents peuvent s'investir et faire valoir leur rôle de premier éducateur dans l'éducation de différentes et de multiples façons. Participer à la vie de l'école, les parents peuvent tout d'abord prendre part aux différentes instances de l'école ou de l'établissement scolaire. Le conseil d'école, le conseil d'administration, les conseils de classe, ce sont des lieux de concertation où se discutent les grandes orientations éducatives, les projets pédagogiques, les conditions d'apprentissage. S'impliquer dans ces instances, ce n'est plus être un simple spectateur du système éducatif, mais c'est vraiment prendre sa place, être un acteur engagé.
Il faut également utiliser les espaces dédiés aux parents. Il y en a quelques-uns qui ont été prévus dans la loi Peillon de 2013. Par exemple, chaque établissement scolaire met à disposition un espace réservé aux parents et à leurs délégués. Souvent ignoré, cet espace a une fonction essentielle, faciliter les rencontres, le dialogue, l'organisation de la participation parentale. S'impliquer dans des dispositifs de soutien scolaire, les programmes personnalisés de réussite éducative. Là encore, c'est un lieu pour les parents où ils peuvent participer et prendre toute leur place en s'engageant dans ces dispositifs. Ainsi, ils peuvent renforcer leur rôle éducatif et leur présence au sein de l'école, en particulier pour les parents ayant des enfants à particularité. Participer aux actions de soutien à la parentalité, dialoguer aussi avec l'équipe éducative. Le lien entre parents et enseignants doit être régulier, constructif et respectueux. C'est par le dialogue qu'il est possible de créer une continuité éducative entre la maison et l'école. Nous l'avons vu, les parents disposent d'un droit à l'information sur le fonctionnement de l'école, les projets pédagogiques, etc. Donc, ils peuvent aussi s'exprimer lors des réunions, des consultations, ne pas hésiter à poser des questions, à faire valoir ce droit à l'information. Enfin, s'engager aussi collectivement dans des associations de parents d'élèves. C'est un rôle essentiel dans la représentation des familles, la transmission d'infos et puis la défense des droits parentaux. S'engager dans une association, c'est aussi sortir de l'isolement, c'est pouvoir rejoindre d'autres parents et agir collectivement. Faire poids face à l'institution, bien évidemment, si besoin. Donc être parent aujourd'hui, c'est aussi être un citoyen actif. Vous l'avez vu, les droits existent, les textes le permettent, et c'est à chacun de faire vivre ce principe de parent premier éducateur. Ce principe n'est pas une théorie, une utopie, c'est une pratique, c'est une responsabilité et c'est une opportunité. Donc en s'impliquant, les parents reprennent leur juste place auprès de leurs enfants dans leur parcours éducatif, une place qui n'aurait jamais dû cesser d'être la leur.